Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Canada Express sur Radio Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous ouvrons un débat important et délicat qui suscite beaucoup de controverses dans la société canadienne. On parlera de la relation entre les jeunes issus de l'immigration et les taux de violence auxquels ils sont souvent associés dans les médias et la politique. Nous avons avec nous Madame Maria Mourani, criminologue et sociologue, qui nous aidera à comprendre la réalité au-delà des préjugés et des accusations hâtives. Nous tenterons de déconstruire ces stéréotypes, d'explorer les racines du problème et son impact sur les jeunes ainsi que sur les parcours personnels et social de ces jeunes. Tout d'abord, bonjour Madame Maria et merci d'être avec nous ce matin. Ça fait grand plaisir. Madame Mourani, pour commencer, comment décririez-vous la situation des jeunes issus de l'immigration au Canada et notamment avec les médias et la politique qui véhiculent souvent une image qui associe à ces jeunes la violence et la criminalité? Selon vous, cette image est-elle juste ou exagérée? Bon, tout d'abord, je vous dirais, cette image est fausse. Elle est ni juste ni exagérée, elle est tout à fait fausse. Il faut savoir que depuis la fin de la pandémie, on a eu à Montréal, dans le Grand Montréal, même Laval, une montée des violences par arme à feu. Cette augmentation des violences par arme à feu est essentiellement due à des conflits à l'intérieur de différents gangs de rue. Ces conflits, il faut savoir aussi que quand on se compare avec Toronto, pendant longtemps, Montréal a eu une accalmie, c'est-à-dire on avait moins de fusillades, il y avait moins de conflits, parce qu'il y avait à Montréal une association entre des groupes criminels qui sont assez puissants et qui maintenait un peu la rue, qui maintenait un peu l'équilibre dans la rue. Et malheureusement non, c'est toujours intéressant quand des groupes criminels puissants perdent leur pouvoir, mais en même temps ça a un impact dans la rue, c'est que il y a moins de discipline, disons-le comme ça. Donc ces groupes dominants-là ont eu des conflits. À l'intérieur de ces groupes-là, il y a eu des conflits intergroupes et intragroupes qui ont fait que ces groupes-là ont perdu un peu du terrain à Montréal et perdu du pouvoir et n'arrivent plus à contrôler la rue. Et la rue, habituellement, elle est occupée par le groupe, par la catégorie de groupes criminels qu'on appelle gangs de rue. Alors, les gangs de rue, il faut comprendre qu'ils existent au Québec et dans l'ensemble du Canada depuis, on les situe depuis le milieu des années 90. Donc, quand on commence à dire qu'il y a des groupes qui viennent de l'immigration ou qui sont des importations de criminalité étrangère, c'est totalement faux parce que les gangs de rue que nous avons, ils existent depuis plusieurs années. Certains changent de nom et changent de nom continuellement. C'est des structures très fluides, des structures qui ne sont pas comme celles des mafias ou des groupes de motards criminalisés comme les Hells Angels qui sont très structurés. Eux sont très fluides, donc les membres de ces groupes-là, on ne sait jamais combien il y en a. On a beaucoup de difficultés même à savoir combien de gangs réels qu'on a, combien de gangs émergents on a. Donc, c'est des groupes qui sont très fluides. Je les compare beaucoup aux cellules terroristes, c'est-à-dire qu'ils sont très... ils n'ont pas, par exemple, de hiérarchie pyramidale avec des chefs bien établis. Un jour, tu es le chef, le lendemain, tu n'es plus le chef. On peut même t'assassiner à l'intérieur de ton propre groupe. Des groupes qui sont amis aujourd'hui deviennent des ennemis demain, s'entretuent dans nos rues. Donc, c'est des groupes très fluides, très, très aléatoires. Et la particularité de ces groupes, c'est que c'est très jeune. Ce sont des groupes jeunesse. Alors, comme vous vous en doutez, quand c'est jeune,
indiscipliné, c'est impulsif, c'est immature, et il y a beaucoup d'adolescents. Et habituellement, ces adolescents-là sont contrôlés par des jeunes adultes. Donc, lorsque certains disent que oui, les nouveaux groupes actuels issus de l'immigration qui vont recruter des jeunes ou aussi jeunes de 12 ans, ben, je suis désolée, ça existe depuis les années 90, ce phénomène-là, parce que les gangs, c'est leur marque de commerce. C'est-à-dire qu'ils vont recruter des jeunes, et moi je le répète constamment dans les médias, et que j'informe les parents, à Montréal, et même à l'extérieur de Montréal, on recrute, et ailleurs au Canada aussi, là, on recrute à partir de 10 ans. Wow. Donc à partir de 10 ans, dans certains quartiers de Montréal, parce qu'on dit aussi qu'il y a certains quartiers, on veut pas que ça devienne comme en France ou en Europe où les policiers ne peuvent plus rentrer. Je suis désolée de dire aux politiciens qui ne le savent pas, des enfants, des quartiers criminogènes, ça existe déjà à Montréal, où oui, la police rentre, mais elle rentre et c'est pas facile à gérer. Est-ce qu'on peut nommer ces quartiers? Pardon? Est-ce qu'on peut nommer ces quartiers? Je préfère ne pas les nommer parce que je ne veux pas stigmatiser les gens qui vivent dans ces quartiers-là et je ne veux surtout pas qu'il y ait de panique dans ces quartiers-là. Oui. Mais les gens qui vivent dans ces quartiers le savent très bien. Ce sont des quartiers où on sait qu'il y a des gangs. On sait que les jeunes, quand ils quittent leur maison, ils vont à l'école. Ils sont sollicités par des gars de gang qui sont des adultes et bien souvent des adolescents qui sont pilotés en fait par des adultes, donc des jeunes qui vont se faire recruter par d'autres jeunes, mais c'est des adultes qui sont derrière eux. Et malheureusement, ce qu'on constate, et ça c'est pas nouveau, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas nouveau, ils vont cibler les jeunes des quartiers. Ils vont cibler aussi des nouveaux arrivants parce qu'ils savent pas. Les nouveaux arrivants ne connaissent pas le phénomène, ne savent pas comment ces gars-là font. Souvent ils vivent dans ces quartiers-là parce que ce sont des quartiers défavorisés. Ils ont pas forcément les moyens. Ils travaillent peut-être 2-3 jobs en même temps et la supervision parentale est difficile. Et donc, ils vont cibler ces jeunes-là parce qu'ils savent que les parents, parfois, ne parlent même pas la langue. Donc, les jeunes se retrouvent, comme tous les jeunes, à se faire proposer une vie meilleure, de l'argent, des filles, des parties, de la drogue, se faire proposer une famille, une nouvelle famille. Nous, on va être ta famille, on va s'occuper de toi, on va te donner de l'argent. Et ces jeunes-là vont croire à cette propagande-là et ils vont accepter de faire des choses et qui, malheureusement, comme on l'a vu pour le jeune de 14 ans qui allait au repère des Hells Angels à Frentham en Beauce pour tirer sur le repère des Hells. Et ça, c'est un exemple parce qu'on a constaté que parmi les homicides, on a de plus en plus des 14, 15, 16 ans. Et parmi les tireurs, c'est-à-dire ceux qui vont faire des fusillades, on a encore des 15, 16 ans, 17 ans. Donc, c'est très jeune. Ça, c'est une particularité qu'on voit depuis les 3-4 dernières années. Mais cette particularité-là, on la voyait déjà dans les années 2000-90. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les membres de gangs étaient beaucoup plus des adolescents que des jeunes adultes. Mais après, on a vu la courbe vieillir. C'est-à-dire, on a eu ces jeunes de 14-15 ans dans les années 90 qui ont vieilli, mais qui sont restés dans le crime. Et on a vu les membres, c'est-à-dire la composition des gangs, passer d'adultes, beaucoup plus de jeunes adultes et d'adultes, peu d'adolescents. Mais depuis les 5 dernières années, je dirais, on a un rajeunissement des gangs et on retrouve que ce soit dans les fusillades, les vols d'auto, l'extorsion, trafic de drogue, etc., dans toutes les activités criminelles, on retrouve des jeunes, aussi jeunes de 14 ans avec des armes à feu, qui ont des commandes d'assassinat
et qui malheureusement soit perdent la vie, soit se retrouvent en prison. Pour certains condamnés à des peines pour adultes, d'autres pas, d'autres restent dans les centres jeunesse, mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Oui. Et je dirais que ce soit les nouveaux arrivants ou même les parents d'enfants racisés, que ce soit d'origine libanaise, que ce soit d'origine maghrébine, haïtienne, jamaïcaine, etc., ou même latino-américaine, dans la pensée, si vous voulez, populaire, ou même dans la pensée de certains politiques, si vous voulez, c'est d'associer ces enfants-là aux gangs de rue, alors que au fond, que ce soit les gangs de rue, les Hells Angels, ou que ce soit les groupes mafieux, ce qu'on constate, c'est que l'origine ethnique n'a absolument aucun lien dans la criminalité. Par exemple, lorsque je suis allée au Salvador pour rencontrer les MS-13 et la 10 et Ocho, qui sont deux gros gangs au Salvador, c'était toutes des Salvadoriens. Donc, au fond, le gang, il prend la couleur du territoire. Par exemple, les BFM de Québec, c'est toutes des Canadiens français. Donc, l'origine ethnique n'a absolument aucune incidence ou même ne permet d'avoir aucune compréhension ou d'action envers ces groupes-là. Ils prennent tout simplement la couleur du territoire, alors que, par exemple, les Hells Angels, c'est un groupe 100% canadien-français et c'est un groupe qui est raciste parce que le recrutement, il est blanc. C'est-à-dire, dans leur charte, c'est très clairement indiqué que les personnes racisées ne peuvent pas rentrer dans ces groupes-là. Alors, quand il y a des personnes racisées qui sont très bons, c'est-à-dire qu'ils sont des bons criminels et que les Hells Angels veulent les garder dans leur giron, ils vont créer ce qu'on appelle des clubs écoles ou des relations, des groupes qu'on appelle des relations motards, et ils vont les mettre dedans. Donc, vous allez voir, par exemple, des groupes comme les Maraudeurs, il y a des gens de toutes les origines là-dedans, mais ils travaillent pour les Hells Angels. Alors, on a bien compris que les véritables facteurs qui poussent certains jeunes à s'engager dans ces activités violentes ou criminelles ne peuvent pas vraiment être attribués, cette réalité, on ne peut pas l'attribuer uniquement à l'immigration. Pourtant, on a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a affirmé il y a 2 semaines que la montée de la violence chez les jeunes est liée à la présence de groupes criminels issus de l'immigration. Quel impact, Madame Mourani, de ces déclarations quand ils viennent des politiciens et quel impact peuvent-ils avoir sur la psychologie des jeunes immigrants et encore sur leurs chances dans la société? Écoutez, moi je vous dirais tout d'abord, Monsieur Plamondon, malheureusement, a dit n'importe quoi. C'est complètement fourvoyé. Ce que j'ai compris des entrevues qu'il a données, parce que je suis allée voir une de ces entrevues pour bien comprendre ce qu'il a dit, pour justement ne pas me baser sur, disons, des médias qui auraient rapporté ses propos et non pas ses propos en tant que tels. Ce que je comprends, c'est que il semble dire qu'il a parlé avec des familles maghrébines et des nouveaux arrivants qui lui auraient dit que leurs enfants sont utilisés un petit peu, recrutés par des gangs. Et il a fait référence à un groupe qui s'appelle Arab Power, en disant, voilà, ça s'appelle Arab Power, donc c'est des groupes issus de l'immigration, c'est des groupes qui viennent de l'immigration. Donc, vous voyez un peu comment l'analyse est complètement tronquée, complètement faussée et montre un petit peu la non-connaissance du phénomène et du terrain. Partant peut-être d'une bonne intention de dénoncer une situation que des familles, des nouveaux arrivants vivent. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est que les gangs, quelle que soit l'origine des membres, ils vont cibler les jeunes vulnérables. Donc, ce genre de déclaration, lorsque c'est fait par des gens de pouvoir ou même des personnes qui ont des tribunes dans les médias, a un impact majeur, non seulement dans la pensée populaire
canadiennes françaises et des autres tranches de la population qui déjà peuvent avoir des préjugés contre les personnes issues de l'immigration. D'une part, ça fait comme renforcer des préjugés à dire, ben voilà, il y a trop d'immigrants, vous savez, les fameux stéréotypes, il y a trop d'immigrants, ils volent notre job, puis en plus de ça, leurs enfants sont des criminels, ils exportent leur violence. Et sachez que ce genre de discours-là, malheureusement, il nous est venu dans les années 90, au tout début, quand on faisait les recherches sur les gangs de rue. Et moi, d'ailleurs, ma thèse de maîtrise que j'ai faite portait sur cette racialisation du phénomène de gang, qui nous venait directement des États-Unis, avec les grandes études qui étaient faites dans les ghettos. À cette époque-là, c'était les ghettos irlandais et italiens, où il y avait ces Italiens et ces Irlandais qui venaient, qui fuyaient un peu, qui venaient de l'Europe et qui débarquaient aux États-Unis et qui étaient ghettoisés, qui étaient cantés dans certains territoires. Et bon, comme n'importe quel territoire, vous savez, là où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Donc, c'est pas une question de race. Des criminels, il y en a dans toutes les origines. Mm-hmm. Alors, ces études-là se sont concentrées dans ces ghettos-là et puis ils ont dit, bon, ben voilà, les Italiens, les Irlandais, et puis après, ça a été les Afro-Américains, ils ont associé le phénomène de gang de rue à la race. Mm-hmm. Contrairement à toute autre forme de criminalité. Donc, quand on parlait des mafias, quand on parlait des groupes de motards criminalisés, la catégorie qu'on appelle organisation criminelle, on parlait pas vraiment de race. Mais quand on parlait de la catégorie gang de rue, on disait, bon, ben voilà, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause de ces gens qui viennent de pays violents, ils importent leur violence, ils importent leur culture même violente. Et ça a marqué les études sur les gangs de rue pendant des années. C'était le discours qu'on entendait. C'était vraiment, moi, ça m'hérissait le poil. Je vous disais, ça m'énervait d'entendre ces absurdités-là. Et en même temps, on définissait le gang. La définition même du mot gang de rue était des jeunes de tel âge à tel âge, dans des territoires issus de l'immigration, qui se mettent ensemble pour commettre des actes violents, avec une identité qui leur est propre, blablabla. Donc, le mot issu de l'immigration était dans la définition pendant très longtemps. Ce qui a fait que, malheureusement, dans la pensée populaire, dans les médias, dans la recherche, donc c'est les chercheurs. Moi, si j'ai à mettre, à dire qui doit porter la responsabilité de la racialisation du phénomène de gang, moi je dirais d'abord et avant tout, ce sont certains chercheurs qui avaient un certain poids et donc qui influençaient la façon de voir les gangs de rue et qui malheureusement a marqué ce phénomène-là pendant des années. Actuellement, on essaye de changer vraiment, ça fait plusieurs années qu'on essaye de changer ça, que ce soit dans la pensée populaire, dans la pensée policière, médiatique, dans la recherche. On essaye de montrer qu'au fond, le fait qu'il y ait cette homogénéité ethnique, parfois dans certains gangs, n'est pas lié au fait qu'une race est criminelle ou plus criminelle qu'une autre, mais que c'est tout simplement que c'est des gens de la même famille, des gens qui sont des amis. Donc, c'est les relations, c'est des gens qui vont se connaître, qui vivent dans le même quartier. Et dans ce quartier, à cette place-là, dans cette rue-là, dans cette école-là, c'est multiethnique, ou c'est majoritairement d'une telle ethnie, ou c'est carrément canadien-français. Donc, le gang va prendre, c'est un groupe très, je m'amuse parfois à dire que c'est un groupe très démocratique, il accepte tout le monde, alors que par exemple les Hells ou la mafia italienne ou la mafia russe ne vont pas accepter n'importe qui, ou bien les triades chinoises ne vont pas accepter n'importe qui dans leur rang. C'est très sanguin, c'est très ethnique, comme vous le voyez. Alors, tenir ce genre de propos, non seulement ça favorise les stéréotypes, ça n'aide pas ces jeunes-là à avoir confiance au système, et en même temps, ça fait en sorte qu'on maintient des gens dans des situations en disant, bon ben voilà, c'est parce que c'est l'immigration, donc on cherche pas plus loin, on va pas aller essayer de comprendre davantage qu'est-ce qui fait qu'il y a des jeunes
qui se retrouvent dans des gangs, qui se retrouvent à 14 ans avec une arme à feu. On questionne pas comment ça se fait qu'un jeune de 14 ans a une arme à feu qui est un AK-47, pas n'importe quelle arme. On ne questionne pas la société, on se dit pas qu'est-ce qu'on fait avec ces nouveaux arrivants quand ils arrivent, est-ce qu'on leur permet d'avoir toutes ces chances? Donc, en disant que c'est la faute de l'immigration, puis que c'est la faute de ces gens-là parce que ce sont des gens violents qui viennent de cultures violentes, ça nous dédouane. Ça nous dédouane de ne pas faire grand-chose et de ne pas considérer que c'est notre société qui est malade, parce qu'au bout du compte, ces gens-là, quand ils arrivent ici, les gangs, ça n'existe pas chez eux. C'est ici qu'ils découvrent les gangs de rue. Non. Oui. Merci, Madame Mourani, pour ces éclairages. Peut-être on promet nos auditeurs et auditrices d'une entrevue prochainement pour parler encore plus spécifiquement des politiques et des initiatives peut-être judiciaires qui pourraient aider à traiter les racines du problème loin des stéréotypes et de la stigmatisation. Je vous remercie pour cette participation et j'espère que ces éclairages ont aidé la communauté à mieux comprendre le problème. Avec grand plaisir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. مستمعينا الكرام لهون بينتهي لقائنا مع السيدة ماريا موراني. باختصار حكينا عن الجرائم. رح أوعدكم بملخص يوم الغد عن هذا اللقاء باللغة العربية. إلى ذلك كمان بس بدي أنهي قبل ما نطلع مع البريك. عم يوصلني رسائل عن ملاحظة أمر غير مألوف بالسما. رح نطلع مع البريك الحالي بعدين رح أرجع أفسر لكم ليه لاحظتوا هذا الأمر بسما موريال يوم أمس.